Alors, nous avons à présent le plaisir d'accueillir le professeur Nelly Demireva, qui nous vient de l'université d'Essex. Elle est professeure de sociologie à cette université. Ses recherches portent sur les communautés locales vulnérables, la migration, les liens interethniques et la cohésion sociale. Il y a quelques années, elle a dirigé le projet Growth, Equal Opportunities, Migration and Markets. Ce projet s'est penché sur les défis et les obstacles auxquels les pays européens sont confrontés dans la gestion de la mobilité des personnes afin de réaliser la compétitivité et la croissance. Elle travaille actuellement sur plusieurs sujets, explorant notamment les effets des zones locales en relation avec les migrants, les organisations bénévoles au Royaume-Uni et la question de la confiance sociale. Elle est membre du comité éditorial international de la revue Ethnic and Racial Studies et elle a notamment contribué à l'ouvrage Trust Matters, Cross-Disciplinary Essays et coordonné par Raquel Baradas de Freitas. Alors, cela suggère qu'il y a une différence entre la confiance entre les institutions et la confiance dans les politiques. Mais peut-être me suis-je trompée en supposant qu'il s'agissait de cela. Je vous donne donc la parole. Alors, tout d'abord, à mon tour, je voudrais également remercier les organisateurs et insister sur le fait que c'est un plaisir pour moi que d'être présent parmi vous aujourd'hui. Alors, l'ordre du jour est tout à fait merveilleux parce que vous avez eu les notions philosophiques qui ont été introduites par le professeur Laughlin et par le professeur Baradas de Freitas. À présent, moi, de mon côté, dans le cadre de ma présentation, j'ai la possibilité de m'inspirer quelque peu de leurs propos, des fondements et concepts essentiels qu'ils ont ébauchés dans le cadre de leur présentation. Mais je vais aller peut-être un pas plus loin. Je suis sociologue de formation. Je travaille dans le domaine de la recherche empirique et ce que je vais vous présenter, ce sont des tableaux, des chiffres. Et je vais donc essayer de traduire ces notions, disons, abstraites qui viennent d'être présentées en éléments concrets étayés par mes recherches. Et je vais parler également d'aspects sociologiques parce que, en tant que sociologue, nous travaillons avec toute une série d'analyses de données. J'ai eu la possibilité de mener à bien toute une série d'observations, d'interviews. Donc, c'est tout ce travail que je vais essayer de vous présenter ici. Je vais essayer de vous montrer comment nous opérationnalisons, si je puis dire, ces notions abstraites de la confiance. Et je vais essayer de vous démontrer quelles sont les manifestations concrètes et palpables de tout cela dans les communautés, dans les différents quartiers où j'ai eu la possibilité d'effectuer mes recherches et mes études. Alors, pourquoi nous préoccupons-nous autant de la confiance? Qu'est-ce que la confiance? Et pourquoi cette confiance est-elle jugée aussi importante? Donc, à ce titre-là, on pourrait effectivement insister sur le fait qu'il y a une raison fondamentale qui nous incite à nous préoccuper de la confiance. Nous sommes confrontés à toute une série de défis d'ordre mondial. Nous sommes confrontés à des crises mondiales. Le changement climatique, par exemple, est à l'avant-plan de l'actualité et des politiques en règle générale. Et nous savons que pour ce faire, nous savons que nous aurons besoin, pour faire face à tout cela, d'avoir la coopération de toute une série de groupes. Et dans une société qui tend à se diversifier, nous avons besoin que toute une série de groupes divers et variés se réunissent, coopèrent pour pouvoir justement faire face à ces défis communs. Alors, il y a certains récits où nous constatons qu'il y a dans certains ouvrages où on envisage, par exemple, l'apocalypse ou des désastres. Et souvent, on se dit que ce type de désastre va nous permettre de partir à nouveau d'une plage blanche, donc d'effacer l'ardoise en quelque sorte et de repartir sur des nouvelles bases. Plusieurs années après le drame de Katharina et d'autres, nous constatons que les possibilités de désastre peuvent effectivement laisser entrevoir les prémices de la possibilité de repartir d'une page blanche, d'effacer l'ardoise et de repartir d'un élément, même si ce n'est pas véritablement
une réalité qui est tout à fait palpable. Souvent, les désastres nous choquent et les désastres ne touchent pas tout un chacun de façon égale. Il y a bien entendu certaines personnes qui peuvent être davantage touchées par des désastres ou des catastrophes que d'autres. Et c'est sur ces aspects-là, d'ailleurs, que j'ai tâché et tenté de me focaliser dans le cadre de mes recherches. Alors, avec Martin et Raquel, nous avons abordé les notions de confiance. Mais qu'entendons-nous par cette notion de confiance? De quoi est-il question? La confiance en l'étranger, la confiance sur le plan social, la confiance par rapport à cet étranger. Nous avons cette notion de formes diverses de confiance, la confiance en nos voisins, la confiance qui fait en sorte que chacun a confiance dans le fait qu'on ne va pas détériorer, par exemple, notre propriété. Nous avons également cette notion de confiance par rapport à l'état de droit, par rapport au gouvernement. Cela a été abordé également par les précédents intervenants qui se sont attelés à démontrer quels étaient les fondements même du pouvoir au niveau de nos sociétés respectives. Et dans le cadre de mes travaux et de mes recherches, j'ai beaucoup insisté sur cette nécessité de relations de confiance et de confiance entre les minorités et les groupes qui sont majoritaires. Vous le savez certainement, la confiance a parfois tendance à poser problème au niveau de ces différents groupes. Et puis, il y a également une prolifération de certains fléaux sociaux qui peut expliquer parfois tout cela. Vous savez certainement que nous avons mené à bien des recherches sur toute une série d'éléments lorsqu'il y a une aggravation des relations entre différents groupes, des groupes qui se méfient les uns des autres et qui ont des comportements antagonistes. Et souvent, ceci débouche sur une certaine forme d'isolement de ces groupes, une ségrégation parfois de ces groupes eu égard aux contacts négatifs qui ont eu lieu entre ces groupes. Il y a cette notion de méfiance qui intervient et il y a des espèces de bastions ethniques qui sont créés où l'on peut se différencier les uns des autres et s'isoler également les uns des autres sur base, par exemple, de critères afférents à l'ethnicité. Donc, nous constatons que de plus en plus dans nos sociétés, il y a une implication moindre dans la construction et l'organisation de la communauté. Et j'ai pu étudier l'insécurité alimentaire au Royaume-Uni dans certains quartiers défavorisés. Et j'ai pu constater à quel point la façon dont on aborde la pauvreté urbaine dépend dans une large mesure de la façon dont on s'organise au niveau des communautés et des groupes. Si on est très centré sur l'ethnicité, par exemple, et s'il y a cette notion de méfiance qui persiste entre les groupes, il est important de voir comment les citoyens vont pouvoir véritablement s'entraider. Notamment lorsque parfois au niveau du gouvernement central, il y a un défaut d'intervention. Et le professeur Laughlin l'a très bien dit dans son propos. En fin de compte, si vous n'avez pas confiance, si vous n'avez pas confiance par rapport à ceux qui vous dirigent, si vous avez ce sentiment de méfiance et de défiance, il est parfois intéressant de constater que cela débouche sur toute une série de comportements qui peuvent être intéressants. Donc, il est important de voir pourquoi nous nous préoccupons de ce qui se passe et de ce qui se passe au niveau des minorités d'une part et des groupes dits majoritaires d'autre part. Alors, je présume que vous ne pouvez pas lire distinctement le tableau que j'ai ici, ou que vous avez ici sous les yeux. Mais cela nous permet de voir les hiérarchies au niveau des sociétés, au niveau des États-Unis, au niveau du Royaume-Uni, parce qu'il y a pléthore de données disponibles en ce qui concerne ces différents pays. Mais je pense que cela peut également s'appliquer à la Belgique et à des pays de l'Union européenne. Alors, que savons-nous de la confiance que
les gens nourrissent par rapport aux étrangers, par rapport aux autres. Et nous savons que l'ethnicité ici est un facteur fondamental. Nous avons beaucoup plus de blancs qui font confiance que des hispaniques et les communautés noires. Donc, il y a une certaine méfiance au niveau des populations noires, notamment aux États-Unis. Et ce niveau de méfiance, il est assez élevé. Alors, tout cela crée des différences pour le moins marquées. Nous constatons que ce sont des éléments qui sont induits par le fait que dans certaines situations économico-sociales, on va peut-être faire davantage confiance. Si on a un niveau d'éducation moindre, on va peut-être également faire moins confiance. Donc, il y a toute une série d'études qui ont été menées sur ces différents aspects. Et si nous tenons compte des différences sur le plan de l'éducation, sur le plan du statut socio-économique, etc., eh bien, si on tient compte de ces différents éléments, on constate qu'il y a effectivement des divergences aux États-Unis par rapport aux différents groupes. Et l'élément lié à la race est un élément véritablement déterminant, effectivement, par rapport à ces notions de confiance, notamment aux États-Unis. Alors, vous le savez, sur base de commentateurs et sociologues, nous constatons que ceci n'est peut-être pas tellement vrai lorsque l'on parle de la confiance par rapport au gouvernement. C'est très différent par rapport à l'ethnicité. Nous avons par exemple des adultes qui nous disent qu'ils font confiance au gouvernement. Donc, le niveau de confiance par rapport au gouvernement, les niveaux de confiance par rapport au gouvernement sont beaucoup plus élevés au niveau des populations noires plutôt que ce n'est le cas pour les autres, pardon. Donc, il est important effectivement de se dire que par rapport à l'administration américaine. Ici, vous pouvez voir que nous avons des niveaux de confiance beaucoup plus élevés par rapport à la communauté noire et hispanique que par rapport, par exemple, à la communauté blanche. Donc, c'est effectivement une tendance qui se dessine et qui démontre notamment au niveau de l'administration républicaine, les Américains de certaines communautés expriment davantage leur confiance. Donc, la confiance et l'élément partisan peuvent également avoir une incidence. Et c'est assez extraordinaire. Là, ce sont les données les plus récentes dont nous disposons sur le plan sociologique pour mesurer et définir ces différents concepts. Alors ici, nous avons les hiérarchies ethniques de la confiance, notamment par rapport au traitement par la police. Alors là, nous avons effectivement CNN, Fox News qui ont couvert notamment ces différents résultats. Est-ce que vous pouvez constater sur base de ce graphique, c'est que parmi les Afro-Américains, 84% disent avoir le sentiment de ne pas avoir été traités correctement par la police dans les interactions qu'ils ont eues donc avec les forces de l'ordre. Donc, ça fait partie du cœur même des éléments qui sont mentionnés, à savoir ne pas avoir fait l'objet d'un traitement, disons, adéquat ou équitable et correct. Alors, au niveau de la majorité blanche, plus de la moitié est effectivement prête à reconnaître cet état de fait. Et ça, on en parle moins, même si c'est assez significatif. Donc ici, tant les groupes majoritaires que les groupes dits minoritaires sont en mesure d'identifier qu'un groupe en particulier n'a pas été traité correctement par l'une ou l'autre institution politique. Et je pense que c'est assez significatif. En tout cas, c'est ce que j'aurais tendance à dire. Et c'est ce que nous voulons dire lorsque nous parlons de la présence de ces hiérarchies ethniques et de l'existence de ces différentes tensions qui peuvent exister.
Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est exceptionnel aux États-Unis? Est-ce que là, nous avons un clivage peut-être plus important au niveau de la société? Mais ici, nous avons les mêmes types de questions qui ont été posées par rapport au traitement par la police, au niveau notamment du Royaume-Uni. Nous constatons là exactement la même chose. Donc, lorsque nous prenons les groupes majoritaires, 48% disent effectivement qu'ils sont tout à fait certains que les forces de l'ordre ne traitent pas toujours correctement les autres franges de la population. Alors, il y a également un certain pourcentage qui prétend ne pas avoir de certitude ou estime ne pas être en mesure de répondre à cette question quant au fait qu'il existerait suffisamment de preuves par rapport à ce type de traitement. Mais on ne décrète pas pour autant que la police est institutionnellement raciste. Et dans tous les autres groupes, on reconnaît effectivement que la police a effectivement une certaine forme ou démontre une certaine forme de racisme institutionnel. Alors, il est vrai que nous avons dans la littérature toute une série d'éléments par rapport à cette fracture au niveau de la confiance qui peut exister en ce qui concerne les différents groupes. Et souvent, le fait qu'il y ait une confiance moindre au niveau de certains groupes ethniques, c'est le fait qu'ils occupent parfois des postes moins importants, moins intéressants au niveau de la structure socio-économique. Et ils ont une perception, disons, d'un traitement discriminatoire au niveau des institutions. Et si nous nous penchons sur la littérature et la sociologie, ou la littérature dans le domaine de la sociologie, nous constatons qu'il y a effectivement certains griefs qui sont perçus par rapport à ces formes de traitement discriminatoires. Qui plus est, les différences au niveau de ces notions de confiance sont avancées comme étant des éléments qui sous-tendent en quelque sorte une incapacité des groupes minoritaires à accepter certaines des décisions prises notamment par le système judiciaire, notamment à leur égard. Alors, dans mes travaux et mes contacts avec les politiques, le fait que tant les groupes majoritaires et minoritaires soient en mesure d'identifier les principales institutions, et notamment la police, comme étant une institution raciste, est une source de préoccupation en ce qui me concerne, et de préoccupation très, très importante. Parce qu'il est important peut-être de mener à bien davantage d'études afin de déterminer si oui ou non cela est bel et bien le cas. Donc on a consacré beaucoup d'énergie à tout cela. Et si les groupes majoritaires et minoritaires estiment effectivement que c'est bel et bien le cas, que c'est un état de fait, je pense qu'il faudrait peut-être passer à l'étape suivante, essayer de voir ce que l'on peut faire pour pallier ce type de difficultés. Alors, que se passe-t-il sur le terrain? Alors, le professeur Laughlin l'a très bien démontré, ainsi que le professeur Baradas, puisque tous deux ont abordé cette idée des raisons pour lesquelles nous acceptons l'autorité. Nous l'acceptons de façon diverses et variées. Que se passe-t-il, par exemple, sur le terrain? Pourquoi est-ce que nous constatons ces tensions entre les groupes? Elles sont bel et bien présentes, elles sont factuelles, et on pourrait se poser la question de savoir pourquoi il y a parfois des phénomènes de violence. Alors, il y a certains éléments qui permettent néanmoins de garder une certaine forme de cohésion au niveau de la société, qui permettent donc de garder une société relativement cimentée. Alors, j'ai travaillé ici avec un doctorant au niveau de différentes mosquées. Nous nous sommes penchés sur la question de certaines émeutes. Nous avons pu rencontrer en Grande-Bretagne, au cours des 4 dernières années, une cinquantaine de responsables d'imams, de responsables de mosquées, etc. Et on s'est penché sur ces différents éléments qui mettent en évidence une certaine forme de méfiance et d'absence de soutien institutionnel.
Alors, lors du travail de terrain, nous avons travaillé avec différents imams, différentes mosquées. Nous leur avons demandé s'ils avaient expérimenté, étaient les témoins de crimes raciaux, de traitements négatifs, etc. La majorité nous ont répondu par la négative. Mais il y a différents groupes minoritaires au Royaume-Uni qui sont devenus tellement normalisés que même en présence d'abus, de maltraitance quotidienne, eh bien, ces personnes ne vont pas dire avoir été victimes d'actes racistes, hormis dans des cas de violence extrême. Par exemple, une attaque physique, une agression physique ou porter atteinte à l'intégrité physique font partie de ces différents éléments. Mais ici, nous avons, dans le cadre de notre entretien, pu constater qu'une personne parlait de maltraitance orale, de racisme patent, qu'il avait parfois craint pour la sécurité de son épouse, mais on normalise en quelque sorte tout cela. On accepte que c'est le prix à payer en quelque sorte pour faire partie intégrante de la société. Et étant donné qu'on n'en est pas arrivé à une agression physique, eh bien, ce n'est pas pris en compte, puisqu'il s'agissait ici d'agression verbale, puisque personne n'a été véritablement, disons, blessé dans son intégrité physique. Alors, ce sont des études qui ont été menées tout au long de l'année entre 2020 et 2024. C'était également pendant la période de la pandémie. Et ce qui nous a tout particulièrement frappé, notamment au niveau du Royaume-Uni, c'est que nous avons un nouveau documentaire qui a été publié sur Channel 4 par rapport aux événements des années 70 et des années 80, notamment par rapport à l'extrême droite, la méfiance et la défiance par rapport à certains partis d'extrême droite. Nous avons ici pu constater que ce documentaire New Defiance se penche sur une période d'émeutes et d'incertitude pour la communauté d'Asie du Sud-Est au Royaume-Uni. Et j'ai constaté que si on prend les récits de l'époque, eh bien, on constate des similitudes, si je puis dire, au niveau du vécu que nous avons pu pointer du doigt dans nos études qui ont été menées à bien entre les années 2020 et 2024. Alors, nous avons des recherches sur l'histoire orale des émeutes qui mettent en évidence la méfiance et le manque de soutien institutionnel. Vous le savez, dans le cadre des émeutes, on constate que la police a arrêté des personnes de notre communauté, tout simplement parce que il y avait également toute une série d'altercations, qui se sont produites entre les différents groupes. Donc, les gens nous ont dit que la police n'était pas très amicale vis-à-vis de la communauté du Bangladesh, nos amis bangladais, et beaucoup de personnes nous ont dit que effectivement, ça fait partie du racisme institutionnalisé, et c'est là, nous a dit un des témoins, que je pense que les voyous, le Front National se sentait fier que des institutions comme la police les soutiennent. Alors, nous avons également été confrontés à toute une série de personnes à cette époque, eh bien, des personnes qui n'osaient pas sortir de chez elles. Tout le monde restait au travail, on ne sortait plus du tout, on avait peur. Et puis, ensuite, moi, quelques autres membres du comité antiraciste, nous nous promenons le soir à la recherche de certains éléments. Nous patrouillons partout où vivent des Bengalis. C'est ce que nous avions l'habitude de faire. Donc, c'est ce que d'aucuns nous ont dit. Récemment, au Royaume-Uni, vous savez qu'il y a de nouveau eu des émeutes dont vous avez certainement entendu par la presse. Et cela fait en sorte, effectivement, que beaucoup de personnes ont hésité à se retrouver dans la rue et sont restées confinées, enfermées chez elles. Alors là, nous avons effectivement une notion de confiance qui intervient. Beaucoup de personnes essayent d'organiser des patrouilles de personnes qui se portent volontaires pour
protéger les communautés. Et ces patrouilles, en quelque sorte, elles attestent du fait que l'on refuse l'autorité de la démocratie, que l'on refuse l'autorité de l'État qui a créé potentiellement c'est le terreau propice à ce type d'émeutes. Alors, il y a bien entendu des événements qui sont des événements exceptionnels. Alors, la méfiance, elle a permis au tissu social d'essaimer, à certains éléments d'essaimer à travers nos sociétés. Alors, il y a bien entendu un manque de confiance par rapport au traitement, par rapport au système institutionnel. Et même si nous avons de plus en plus d'éléments de preuve attestant du fait que des migrants s'impliquent dans l'organisation de la société et deviennent partie intégrante de l'establishment au niveau de la société, eh bien, on constate que les politiques réfutent encore le rôle et les responsabilités et essayent, disons, de gérer les relations entre ces différents groupes. Si on regarde ce qui s'est produit au Royaume-Uni après les récentes émeutes, c'est qu'on s'est dit qu'il faut davantage de police. On a parlé de l'aspect plutôt pratico-pratique plutôt que d'aborder la question de la méfiance par rapport aux institutions et à ce qui causait en quelque sorte cette forme de méfiance. Donc on réfute en quelque sorte ce rôle ou cette nécessité d'agir en tant que courtier ou intermédiaire au niveau des différentes franges de la société. Alors je vais donc m'arrêter ici. Si vous êtes intéressé par ces études, vous pouvez bien entendu vous adresser à moi et je pense que cela pourra peut-être être motivant ou intéressant dans nos conversations de revenir peut-être de façon plus détaillée sur certains de ces